Alors aujourd'hui, on se plonge dans une question qui est absolument fondamentale. Comment est-ce qu'on peut bien produire de l'électricité sans rien brûler? On va décortiquer ensemble les technologies qui nous promettent un futur énergétique sans flamme et donc sans combustible fossile. Allez, c'est parti. Tout ça, ça commence par un geste presque anodin, qu'on fait tous les jours, brancher son téléphone, son ordinateur. Chaque jour, on se branche sur le réseau électrique sans même y réfléchir. Et pourtant, c'est notre porte d'entrée vers un système énergétique qui est juste immense. Du coup, la vraie question, c'est quand on entend parler de solutions propres, d'énergie verte, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? D'où vient cette électricité qui alimente nos vies? Et vous allez voir, la réponse est loin d'être simple. Pour y voir plus clair, on va se concentrer sur les trois grands piliers, les poids lourds de la production d'électricité sans flamme. On a l'énergie solaire, la force de l'eau et la puissance de l'atome. Voyons un peu comment tout ça fonctionne. L'hydroélectricité, c'est sans doute la méthode la plus ancienne, la plus intuitive. Le principe est d'une simplicité redoutable, on bloque de l'eau en hauteur avec un barrage, ce qui lui donne ce qu'on appelle de l'énergie potentielle. Ensuite, il suffit de la laisser descendre et cette énergie se transforme en mouvement. Et voilà comment ça se passe. Le processus est incroyablement direct. L'énergie mécanique de l'eau qui dévale fait tourner un alternateur, et cet alternateur transforme ce mouvement en énergie électrique. Une seule conversion. C'est un avantage énorme, et on va voir pourquoi juste après. Allez, on passe à deux autres technologies qui, à première vue, n'ont rien à voir, mais qui partagent un point commun assez surprenant. Toutes les deux utilisent de la chaleur pour créer de la vapeur et faire tourner des turbines. D'un côté, on a la fission nucléaire, de l'autre, des miroirs qui concentrent les rayons du soleil. Le but est le même, mais la source de chaleur, elle, est radicalement différente. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point les processus se ressemblent. Peu importe que la chaleur vienne de l'atome ou du soleil, la suite est quasiment identique. On chauffe un fluide, ça fait de la vapeur fait tourner une turbine, et la turbine est reliée à un alternateur. On a donc une chaîne de conversion en plusieurs étapes. Et puis, il y a la troisième grande méthode, le photovoltaïque. Et là, on oublie tout. Pas de turbine, pas de vapeur. Les panneaux solaires, c'est une sorte de petite magie technologique. Ils transforment l'énergie lumineuse du soleil directement en électricité. Une seule étape, un processus complètement à part. Mais il y a un mais. À chaque fois qu'on convertit l'énergie d'une forme à une autre, on paie une sorte de taxe. Une partie de cette énergie, elle est perdue, elle s'échappe, le plus souvent sous forme de chaleur. Et à cette règle, personne n'y échappe. Pour mesurer cette taxe, on utilise un mot-clé, le rendement. C'est tout simple en fait, c'est le pourcentage d'énergie qu'on met au départ et qu'on réussit vraiment à transformer en énergie utile à la fin. Évidemment, le but du jeu, c'est de s'approcher le plus possible de 100%. Et là, quand on regarde les chiffres, les différences sont énormes. L'hydroélectricité caracole en tête, avec un rendement incroyable de 80%. Le nucléaire ou la géothermie, eux, tournent autour de 33%. Et le photovoltaïque se situe entre 10 et 20%. Ces chiffres, ils ont des conséquences gigantesques sur la quantité de ressources qu'il faut pour produire la même quantité d'électricité. Ce petit schéma, il est très simple, mais il résume tout. La flèche bleue, c'est l'énergie utile qu'on veut, l'électricité. Et la flèche rouge, eh bien, c'est la fameuse taxe. C'est l'énergie thermique qu'on perd en chemin. C'est une loi de la physique, on ne peut rien y faire. Bon, maintenant abordons le deuxième gros défi, surtout pour le solaire et l'éolien. Leur côté un peu capricieux. C'est ce qu'on appelle le problème de l'intermittence. La question est simple, mais elle est absolument cruciale. Le soleil, la nuit, il n'est pas là. Le vent, des fois, il ne souffle pas. Mais nous, notre besoin d'électricité, lui, il est constant. On a besoin de lumière la nuit. Alors comment on fait pour combler ce décalage? La réponse, elle tient en un mot, le stockage. Il faut absolument trouver des moyens de capturer l'énergie quand il y en a trop pour pouvoir la réutiliser quand il n'y en a pas assez. C'est un peu comme si on essayait de mettre un éclair en bouteille. Et pour ça, il y a une solution assez géniale, le pompage-turbinage, ou les STEP. L'idée, c'est d'utiliser l'électricité en trop pour pomper de l'eau vers un lac en altitude, on stocke de l'énergie potentielle, et quand on a besoin d'électricité, hop, on ouvre les vannes, on laisse l'eau redescendre et faire tourner une turbine. C'est littéralement une batterie à l'échelle d'une montagne. Mais attention, le pompage-turbinage n'est pas la seule option. Ce tableau nous montre bien les différentes technologies. Les STP ont une durée de vie incroyable, un bon rendement, mais il faut beaucoup de place. Les batteries sont plus compactes, mais durent moins longtemps. Et les supercondensateurs, eux, sont ultra rapides, mais ne peuvent stocker l'énergie que quelques secondes. En fait, chaque technologie a son utilité. On arrive maintenant au cœur du sujet, au point le plus sensible. C'est qu'aucune de ces technologies dites propres n'est sans impact. Derrière l'image parfaite d'une énergie sans émission, il y a des coûts environnementaux et sociaux bien réels.
Chaque solution a son revers de médaille. Pour le nucléaire, le sujet, c'est la gestion des déchets radioactifs. L'hydroélectricité, ça semble parfait, mais ça peut inonder des vallées entières et déplacer des villages. L'éolien et le solaire, il faut des surfaces gigantesques et des métaux rares qui viennent de mines polluantes. Et les batteries, indispensables pour le stockage, posent la question des déchets chimiques et de l'extraction de ces mêmes métaux. Cette phrase, elle résume absolument tout. Le choix, en fait, ce n'est pas entre une énergie sale et une énergie parfaite. Non, il s'agit de choisir entre différents paniers de problèmes, de peser le pour et le contre de chaque solution. Et tout ça, ça nous laisse avec la grande question pour notre avenir énergétique. Puisqu'il n'y a pas de solution miracle, chaque option implique des choix, des compromis. La vraie question n'est donc pas de trouver une énergie qui serait parfaitement propre, mais plutôt de décider collectivement quels impacts nous sommes prêts à accepter pour continuer à alimenter notre monde.